Le Nigeria deviendra-t-il un problème pour l'Afrique? Le Nigeria deviendra-t-il un problème surtout pour l'Afrique de l'Ouest? En effet, vous savez, un avion nigérian, le C-130, un avion militaire, a été détecté et forcé d'atterrir au Burkina Faso la nuit d'hier. Ouais, avec beaucoup d'emphase, la défense burkinabé a communiqué avec eux directement. Dites, vous avez violé l'espace aérien burkinabé. Il faut atterrir, sinon on vous éclate. Incroyable, n'est-ce pas? Tenant en compte le fait que le Nigeria a assisté à ce qui s'est passé au Bénin il y a quelques jours, avoir un avion militaire nigérian sur le territoire burkinabé, autour de Bobo Dioulasso, s'il vous plaît, injustifiable. Ce qui s'est passé est étonnant. Le 8 décembre 2025, un avion de transport C-130 de la force aérienne nigériane, transportant 11 militaires, a été contraint d'effectuer un atterrissage forcé et d'urgence à l'aéroport de Bobo Dioulasso, dans le sud-ouest de Burkina Faso, après avoir violé l'espace aérien sans autorisation. Regardez la carte, regardez Lagos. Okay? On parle ici d'erreur. Regardez Lagos. Regardez Lagos, l'avion décolle depuis Lagos. Après Lagos, il y a le Bénin. Regardez Lagos, regardez Bobo Dioulasso. Ouais, Bobo Dioulasso au Burkina Faso. Regardez la distance. C'est par quelle erreur on peut faire ce genre d'erreur? Comment tu t'es retrouvé à Bobo Dioulasso? Ça n'a aucun sens. Supposons que tu étais en train de faire un travail de routine au Bénin, là où vous avez effectué vos actions il y a quelques heures, n'est-ce pas? Regardez le Bénin. Supposons que c'est au Bénin. Vous êtes au Bénin. Pour aller à Bobo Dioulasso, il vous faudra aller à l'ouest, donc à gauche. Il faudrait d'abord traverser le Togo, ensuite le Ghana, pour ensuite vous retrouver par erreur à Bobo Dioulasso, n'est-ce pas? Maintenant, si vous traversez le Togo et le Ghana et que le Burkina Faso se plaint, dans ce cas, il vous faudra justifier, donc le Togo va devoir justifier auprès du Burkina Faso, comment ça se fait qu'ils ont autorisé l'avion nigérian de parcourir leur territoire pour aller au Burkina Faso. Donc dans ce cas, le Ghana aussi va devoir justifier. Donc pour que le Nigeria effectue un vol depuis le Nigeria Lagos jusqu'à Bobo Dioulasso, il faudrait que 1. Le Bénin soit informé, 2. Le Togo soit informé, 3. Le Ghana soit informé, et finalement, si pas la Côte d'Ivoire, directement le Burkina Faso. Mais dans ce cas, eux parlent d'erreurs. Ils sont arrivés là par erreur. Qu'est-ce qui a été dit? Le premier rapport de l'AES a été très évident. Okay? Le Burkina Faso, le Mali et le Niger affirmaient que l'appareil avait volé leur espace aérien et avait été forcé d'atterrir. L'aéronef appartenant à la force aérienne de la République du Nigeria, type C-130, a été contraint d'atterrir aujourd'hui. Évidemment, ils sont arrivés sans autorisation. Vous ne parcourez pas l'espace aérien des gens sans qu'ils soient informés, évidemment. Il faut qu'ils sachent. Dans ce cas, il nous faudra comprendre aussi c'est quoi cet avion. C'est quoi le C-130? Qu'est-ce qu'est le C-130? Le C-130 Hercule est un avion militaire de transport. Un avion à 4 turbopropulseurs conçu pour des missions de transport tactique. Cet avion, évidemment, est très bien équipé pour des transports tactiques. L'acheminement des véhicules, des équipements vers des zones de combat. Cet avion est particulier parce qu'il peut opérer depuis des pistes courtes et non préparées. Donc même dans la boue, ça peut aller et voler. C'est un avion de combat 4x4, si vous désirez. C'est l'avion idéal pour des environnements difficiles. Je vous rappelle qu'autour de là, il y a des pointes et des blocs des gens qui ne sont pas nécessairement désirés au Burkina Faso. Vous connaissez de qui on parle. Est-ce que vous serez étonné que les gens disent, puisque c'est un Hercule C-130, d'accord, qu'est-ce que ça faisait là-bas? Est-ce que c'est parti pour déposer des choses, débarquer des histoires? Est-ce que c'est parti pour espionnage? Je pense pas que le Hercule 130 est un avion pour espionnage. C'est un avion lourd, plus ou moins, qui porte des histoires. C'est quoi la version du Nigeria? Qu'est-ce que le Nigeria dit en justification avec cette intrusion? Le Nigeria dit, peu après le décollage de Lagos, l'équipage a remarqué un problème technique et a décidé de se dérouter vers Bobo Dioulasso. Je recommence. Peu après le décollage de Lagos, l'équipage a remarqué un problème technique. Peu après, regardons encore la carte. Regardez Lagos. Vous voyez Lagos sur la carte? Regardez Bobo Dioulasso. Regardez la distance entre Lagos et Bobo Dioulasso. Ici, on parle de peu après le décollage. Est-ce que peu après le décollage correspond à ça, à ces distances? Ça, c'est des heures. C'est des heures de vol. Ça ne peut pas être peu après le décollage. Ok? La force nigériane, par la suite, a précisé que l'atterrissage était volontaire et préventif, conformément au protocole international de sécurité aérienne. L'atterrissage était volontaire. Ce n'était pas parce qu'ils ont été contraints de le faire. Mais la réalité que l'AES a fait une déclaration disant que l'avion nigérian était dans son espace aérien sans autorisation. Alors, comment ça s'explique? Bonsoir, Rona. À vous. Merci beaucoup. Communiqué de la Confédération des États du Sahel, AES, relatif à la violation de l'espace aérien confédéral. La Confédération des États du Sahel informe l'opinion qu'un aéronef appartenant à l'armée de l'air de la République fédérale du Nigeria, de type C-130,
a été contraint de se poser ce jour 8 décembre 2025 à Bobo-Dioulasso, au Burkina Faso, à la suite d'une situation d'urgence en vol, alors qu'il évoluait dans l'espace aérien burkinabé. L'avion militaire avait à son bord 2 membres d'équipage et 9 passagers, tous militaires. Une enquête a été immédiatement ouverte par les services compétents burkinabés et a permis de mettre en évidence l'absence d'autorisation de survol du territoire burkinabé par cet appareil militaire. La Confédération des États du Sahel condamne avec la plus grande fermeté cette violation de son espace aérien et de la souveraineté de ses États membres. Face à cet acte inamical, mené au mépris du droit international et des règles internationales d'aviation civile et ou militaire, les dispositions sont prises pour garantir la sécurité de l'espace aérien confédéral, la souveraineté et l'intégrité territoriale de ses États membres, ainsi que la sécurité des populations de la Confédérance AES. À cet égard, et sur instruction des chefs d'État, les défenses aériennes et anti-aériennes de l'espace confédéral mises en alerte maximale, conformément à la déclaration du Collège des chefs d'État, en date du 22 décembre 2024, ont été autorisés à neutraliser tout aéronef qui violerait l'espace confédéral. Je pense que c'est important de le dire parce que, vous savez, il y a quelques jours, le Nigeria a été participant principal. Beaucoup de gens parlent des militaires français sur place qui auraient réagi au Bénin en retrouvant la marche pour rétablir l'ordre. On ne sait pas tout à fait, on ne peut pas le prouver. Mais ce qui est évident, c'est que le Nigeria a participé en envoyant des avions de chasse et aussi des militaires underground. Alors, supposons que le Nigeria était en train de faire un travail de déroutage après leur mission au Bénin. Ne pouvait pas-il se retrouver peut-être quelque part au Bénin? Disons, regardez la carte encore une fois. Au nord du Bénin, vous voyez, juste au nord du Bénin, il y a le Burkina Faso. S'ils quittaient peut-être Lagos, ils sont entrés au Bénin pour effectuer leur œuvre à Cotonou. Après avoir fini Cotonou, ils viennent au nord, vers le Burkina Faso. Ici, à la frontière entre le Bénin et le Burkina Faso, on peut comprendre que l'avion soit entré par erreur. Si c'est par erreur, c'est là que ça devrait rentrer. Sinon, si c'est passé par le Togo, le Ghana et Bobo-Dioulasso, il doit y avoir un rapport évident. Qu'est-ce que le Nigeria dit? Où partait l'avion pour se retrouver là-bas? Le Nigeria dit que l'avion partait au Portugal. Les autorités nigérianes ont déclaré que l'appareil se rendait au Portugal pour une mission de convoyage. Avant qu'un problème technique ne rende nécessaire un atterrissage préventif. Il partait pour un voyage de convoyage au Portugal. Ça s'appelle ferry mission. Un voyage de convoyage ou un ferry mission. Ferry mission en aviation, c'est quoi? Une ferry mission en aviation militaire, c'est simplement, ça désigne le déplacement d'un aéronef d'un point à un autre. Généralement, sans cargaison, sans passagers, sans mission opérationnelle. C'est essentiellement un vol de transfert ou de relocalisation. Je vous rappelle encore une fois, le C-130 est un avion de transfert. C'est un cargo qui peut transporter des militaires, des matériels et beaucoup d'éléments. Donc, s'ils partaient vers le Portugal, regardons encore la carte ici, On quitte Lagos pour partir vers le Portugal. Pourquoi ne sont-ils pas passés vers le Cameroun, le Tchad, la Libye pour ensuite partir là-bas? Puisque, en réalité, ils sont en difficulté de collaboration des relations avec le Burkina Faso, n'est-ce pas? Ils auraient pu faire vers le Tchad ou peut-être vers le Bénin, le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Sénégal, ensuite la Mauritanie et partir au-dessus. Sinon, s'ils ont vraiment impérativement besoin de passer à travers le Burkina Faso, pourquoi n'ont-ils pas averti le Burkina Faso? Disons, bon, nous savons, chers amis, nous ne sommes peut-être pas en bon terme actuellement, mais notre avion part en voyage de ferry au Portugal. Pourquoi ne pas nous laisser passer chez vous, par exemption? Je pense que les autorités burkinabées auraient gentiment dit, écoutez, pour vous démontrer que nous sommes des gens de bonnes valeurs, venez passer sans difficulté. Nous n'avons aucun problème, n'est-ce pas? Pourquoi le Nigeria n'a pas demandé l'autorisation? C'est quand on leur demande d'atterrir avec force, qu'ils disent qu'ils avaient des difficultés, que l'avion avait des pannes, enfin il y avait conditions difficiles pour lesquelles ils étaient obligés d'atterrir. Pourquoi n'ont-ils pas fait le Cameroun pour aller au nord? Ou encore le Bénin, le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire? Mais ils ont fait le Burkina Faso. S'ils ont fait le Burkina Faso, dans ce cas, il fallait avertir. Monsieur Tinubu est-il en train d'essayer de tenter pour voir? Si je l'ai fait au Bénin, voyons voir ce qu'on peut faire au Burkina Faso. On a envoyé des avions, n'est-ce pas? Partons un peu au Burkina Faso pour voir, pour squatter, voir un peu c'est quoi leur capacité. Est-ce un test? Je vous rappelle ici que le Nigeria et la France ont très bonne relation depuis quelques jours. Ils se sont promis, en tout cas la France a promis à apporter de l'aide au Nigeria sur beaucoup de plans. Alors le Nigeria clairement a pris des ailes. Il faut aussi tenir en compte le fait qu'il y a quelque temps, Donald Trump qui suggérait apporter de l'aide au Nigeria pour combattre les terroristes. Le Nigeria est incapable de le faire évidemment, mais ils sont en capacité d'aller au Bénin pour aller apporter la démocratie. Mais au Nigeria c'est difficile, ils peuvent pas.
Ils ne peuvent pas finir les terroristes. Les Nigérians ont dit, quand Trump proposait de venir, qu'il fallait respecter leur souveraineté, n'est-ce pas? Respecter notre souveraineté. Pourquoi cette idéologie n'est pas appliquée dans ce cas ici, quand il s'agit du Burkina Faso? Pourquoi ne pas respecter le Burkina Faso? Ou encore le Bénin? On pourrait comprendre le Bénin, le président aurait demandé de l'aide. Mais au Burkina Faso, on fait quoi sans avertir? Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Qu'est-ce qui se passe réellement d'après vous? God bless. Le Sénégal a officiellement suspendu toute extradition vers la France. On en parle tout de suite. Quand quelqu'un vous respecte, vous le respectez ou pas? D'accord. Mais quand quelqu'un ne vous respecte pas, vous le respectez toujours au nom du respect que vous avez reçu de vos parents ou vous ajustez selon le respect que vous recevez? Le respect est réciproque ou pas? Est-ce qu'on donne un respect à une personne parce qu'elle vous respecte ou carrément vous respectez la personne parce que vous avez été bien éduqué? Si une personne vous traite avec condescendance, une personne que vous respectez ou respectiez dans le passé, continuez-vous à accepter la condescendance, l'impolitesse, le dédain en le respectant parce que vous avez été bien éduqué, élevé, ou bien vous ajustez votre attitude par rapport à son comportement? Le Sénégal a officiellement suspendu toute extradition vers la France, invoquant un manque de réciprocité. Donc, dans ce cas, il n'y a pas de respect réciproque. Puisqu'il n'y a pas de respect réciproque, dans ce cas, on coupe carrément ce respect. Apparemment, vous ne le respectez pas. Est-ce qu'il faut être content par rapport? Piga d'abord ma Kofi. Allez, clap hand. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont très contents. Les Africains aiment ça. Quand on dit que le Sénégal a officiellement suspendu toute extradition vers la France, évoquant un manque de réciprocité. Généralement, les panafricanistes adorent ça. Oui, le Sénégal doit se faire respecter, n'est-ce pas? Le contexte est très important. Le 11 décembre 2025, la ministre sénégalaise de Justice Yacine Fall a annoncé devant le Parlement que le gouvernement allait interrompre toute extradition vers la France. C'est-à-dire, la France et le Sénégal ont un agrément où, quand vous faites des bêtises en France et vous vous retrouvez au Sénégal par fuite, la France peut demander aux autorités sénégalaises de vous renvoyer en France. La France demande à ce qu'on extradite des Sénégalais. Le Sénégal, bien sûr, pose une réponse négative, parce que le Sénégal n'extradite pas ses citoyens, ses enfants. Nous avons reçu de la France 2024-2025 plusieurs demandes. Presque 19 demandes. Parmi ces 19 demandes, 3 personnes ont été extradées. Le Sénégal a refusé d'extrader 4 personnes. Nous avons 10 personnes qui n'ont pas été extradées. Parce que simplement, nous avons 2 Sénégalais qui sont en France et que la France jusqu'à présent n'a pas envoyé au Sénégal. Et le Sénégal a donné toutes les justifications et continue de demander l'extradition de ces personnes. Comme cette loi est un accord entre 2 pays, il faut donc qu'il y ait un principe qui est le principe qui respecte aussi bien la responsabilité du Sénégal dans ce cas-là que celle de la France. Et c'est pourquoi nous avons décidé de suspendre à toute extradition à la France jusqu'à ce que la France réponde à ce que nous avons demandé. Vice-versa. Donc vous ne pouvez pas faire des bêtises dans l'un des pays espérant vous réfugier ailleurs. On va vous attraper. Mais dans ce cas, la décision a été intervenue après que la France ait refusé d'extrader 2 ressortissants sénégalais, qui étaient évidemment recherchés par Dakar pour des crimes financiers présumés. Donc Dakar a demandé, France, renvoyez-nous ces deux gens. On en a besoin. Ils sont criminels. Mais la France, cette fois-là, a pris son temps et n'a pas renvoyé les gens. Et par conséquent, le Sénégal a dit non, on n'enverra plus les gens. Le Sénégal détient actuellement 12 individus recherchés par la France. Ils sont au Sénégal. Mais le Sénégal, évidemment, a répondu qu'il ne répondra favorablement à la France que quand la France répondra favorablement aux demandes du Sénégal. Est-ce juste pas du Sénégal de dire si vous me traitez comme un enfant, je vous traite comme un enfant? On va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est. Le Sénégal recherche 2 personnes, mais il y a une personne particulière dont je pense on va parler très rapidement. La personne s'appelle Mandiambal Diane. Qui est-il? C'est un journaliste sénégalais de renom, une personne très connue. C'est un magnat de médias. En effet, le fondateur du groupe Avenir Communication et éditeur du quotidien Le Quotidien. C'est un grand boina. C'est un monsieur respectable. C'est un créateur de boulot. C'est un boss. Qui est-il? Il est aussi connu comme critique virulent du gouvernement actuel. C'est une personne qui ne mâche pas ses mots à l'égard de Sonko et de Faye.
Dagné est accusé par les autorités sénégalaises d'irrégularité financière et de corruption. Déjà, quand on dit que c'est une personne qui est critique du gouvernement sénégalais, généralement, on se dit, bon, écoutez, tout ce qu'on peut créer comme raison ou alibi serait assez pour l'incarcérer. Mais on va essayer de voir, est-ce que ce monsieur a tort ou pas? Est-ce que le Sénégal a raison de demander ça? Et pourquoi la France refuse de l'envoyer? Le monsieur a été accusé d'irrégularité financière et de corruption. Plus précisément, avoir perçu des rétrocommissions, c'est-à-dire de l'argent qu'on jette à quelqu'un à hauteur de 32 millions de dollars. Auprès de qui? Auprès d'une entreprise française liée à des contrats attribués à cette entreprise. Bon, on va essayer d'expliquer. Vous savez, généralement en Afrique, on pense que si on peut emmener un collaborateur au gouvernement pour bâtir les routes, par exemple, ou construire des infrastructures, des buildings, des hôpitaux, on peut aussi retirer un peu de l'argent que le gouvernement donnera à la personne. Je le dis très simplement. Les Africains, généralement, pensent qu'en emmenant une personne, pendant que le gouvernement cherche quelqu'un pour faire un travail spécifique, vous emmenez un candidat, mais vous discutez avec le candidat lui disant, écoutez, si on vous donne le contrat que je veux faciliter, tu me donneras de l'argent. Beaucoup d'Africains, malheureusement, pensent que c'est légal. Non, ce n'est pas légal. Dans la loi de beaucoup de pays, c'est illégal. C'est de l'illégalité, c'est criminel. Ça s'appelle la rétrocommission. Recevoir de l'argent, je peux te faciliter à rencontrer le président, mais tu vas me payer. C'est illégal. Je peux te faciliter à avoir un contrat au gouvernement, mais tu vas me donner mon pourcentage. C'est illégal. Tu veux venir dans mon pays pour construire des bâtiments, des appartements, des écoles et autres choses. Mais avant de le faire, pour te donner la facilité de le faire, je peux te faciliter l'entrée chez les gens qu'il faut. Et avec ces gens qu'il faut, tu dois devoir me donner un pourcentage. C'est de l'illégalité, c'est criminel. Ce n'est pas légal du tout. Parce qu'il y a beaucoup de pays ici, des républiques bananières. Même si tu as l'argent, tu vas aller construire des écoles ou des appartements. On te dit, il faut payer d'abord. Non, il faut payer d'abord à quelqu'un l'argent pour que tu dépenses ton propre argent pour faire un projet constructeur pour le pays. C'est criminel. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ce cas? Le Sénégal cherchait une entreprise spécialisée dans la construction des projets d'infrastructures en Afrique, après avoir eu des difficultés avec une entreprise chinoise. Cette entreprise chinoise avait signé un contrat ou un deal avec le Sénégal, mais juste avant les élections, à la fin de Macky Sall. Mais l'entreprise chinoise a dit, écoutez, on ne peut peut-être pas continuer cette histoire parce que c'est risqué. Pourquoi c'est risqué? Parce que si vous échouez aux élections, qu'il y a un nouveau gouvernement, il y a des risques. Des risques tels que, voilà, l'annulation du contrat. On va investir de notre argent aussi dans cette histoire et de nos ressources. On ne veut pas nous y attacher. Dans ce cas, Macky Sall à l'époque a dit, bon, il faut trouver quelqu'un d'alternatif. Et c'est comme ça que M. Dagné aurait trouvé une entreprise française pour faire le travail. L'objectif, c'était de faire quoi? Une reconstruction d'institutions judiciaires, comme des prisons, des bureaux et autres choses, d'infrastructures. Alors, Dagné aurait présenté Eclipse Project International, une entreprise française, positionnant la société française comme une alternative fiable. Il aurait usé de ses réseaux pour obtenir l'attribution du contrat, ses connexions pour avoir le contrat. En contrepartie, Eclipse aurait versé des paiements à SCE Pharaon, qui est une entreprise de M. Dagné, comme sous-traitant pour les éléments d'immobilier du projet de préparation du site d'infrastructure. La violation ici est simple. On parle de facilitation de l'attribution de contrats à des fins personnelles. Donc, si tu attribues le contrat à une autre entreprise, mais pour avoir tes fins à toi, donc des bénéfices au nom du gouvernement, tu es en train de casser la loi. Il est encore accusé de perception de rétrocommission, c'est-à-dire le paiement de sous-traitance qu'il n'a pas fait. Il est encore accusé de blanchiment d'argent. On dit qu'il a aussi fait du lobbying et influence en tant que propriétaire du média qui est très proche de Macky Sall à l'époque. Il aurait utilisé ses plateformes comme le quotidien et ses réseaux pour promouvoir cette entreprise et frapper à des portes qu'il fallait pour que cette entreprise soit acceptée, une entreprise française. On souligne ici que le monsieur a critiqué le gouvernement sénégalais actuellement à plusieurs reprises. Alors généralement perçu comme allié de Macky Sall, certaines personnes disent qu'il aurait épousé une femme de la famille de Macky Sall, donc c'est un proche de Macky Sall, qui d'après le gouvernement actuel est critique fervent du gouvernement de Sonko et de Faye. Alors on dit aussi qu'on aurait arrêté certains membres de la famille de monsieur Dagné, c'est-à-dire puisqu'il était absent, il aurait disparu du Sénégal malgré le fait qu'il y ait interdiction pour lui de voyager. On a alternativement arrêté des gens de sa famille qui ne sont pas lui. Bon, je ne sais pas comment vous vous sentez par rapport à ça. Moi, je suis pas d'accord par rapport au fait qu'on puisse arrêter un membre de famille pour des vices et des erreurs commis par une tierce personne. On est tous adultes. Mais ma question pour vous est celle-ci. Est-ce que le gouvernement sénégalais a raison de le chercher? Deuxièmement, est-ce que le gouvernement français a raison de refuser de l'envoyer? Troisièmement, pensez-vous qu'on le cherche véritablement pour les 36 millions de dollars qu'il a mangé ou bien on le cherche parce que c'est un critique du gouvernement sénégalais? Alors, si c'est un critique du gouvernement sénégalais, et même s'il était vrai du fait qu'il soit cherché pour des choses qu'il a dit contre Faye et Sonko, est-ce une raison pour ne pas être poursuivi juridiquement après avoir consommé 36 millions de dollars de manière illicite? Le monsieur aurait aussi accusé le gouvernement de Faye d'être un gouvernement autoritarien, un gouvernement qui fait beaucoup de promesses mais très peu de travail.
Mais la finalité est celle-ci. Beaucoup de gens entendent dire que le Sénégal a finalement refusé, en tout cas mis une suspension à l'accord de répatriation qu'ils ont avec la France. Faut-il acclamer parce que le Sénégal a mis une pause? Ou bien faut-il poser des questions de savoir pourquoi est-ce que ce monsieur est tellement recherché? Alors si le monsieur est recherché simplement parce qu'il est critique du gouvernement sénégalais, probablement pas. Mais si le monsieur est recherché pour avoir réellement influencé à travers son poids l'acquisition de contrats et avoir profité financièrement au détriment de la population sénégalaise, alors là, ça a tout à fait son sens. Mais moi, je veux savoir de vous, le Sénégal a-t-il raison de poursuivre ce monsieur ou pas? Deuxièmement, le Sénégal a-t-il raison de dire à la France, désormais, puisque vous n'envoyez pas nos gens, on n'enverra pas vos 12 personnes que vous cherchez? Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless. Le Ghana vient de refouler 3 ressortissants Israël en rétaliation au refoulement des Ghanéens par Israël. Le Ghana, c'est pas un pays des trouillards ou des froussards. Ajustez le niveau de respect qu'il faut vous accorder. Si tu étais dans un pays étranger et par malchance, disons tu te retrouves dans des conditions où tu es arrêté par la police ou les agents de sécurité d'immigration, qui viendrait te sauver? Si tu étais en difficulté dans un pays étranger, loin de ta patrie, aurait-il une personne de ta nation, en tout cas représentatif du gouvernement, qui viendrait parler en ta faveur? Si c'est non, c'est comme ça que tu connais que tu vis dans un shithole country. Shithole country, c'est un pays de merde. C'est en effet une république bananière. Quand il n'y a aucune personne pour protéger ton intégrité physique, mentale et psychologique. Voilà comment facilement on peut savoir si on vit dans un pays bien, dans un pays développé, dans un pays où il y a des humains. Parce qu'ils sont en capacité de réagir en cas de difficulté à ton égard. Voilà pourquoi, quand vous partez dans certains endroits, on vous traite avec respect, même si vous êtes en erreur. Parce qu'on sait voir. Voilà, c'est ça la raison du passeport. Et certaines personnes qui ont compris cela ont acquis des passeports différents. Plusieurs passeports issus de plusieurs endroits. C'est une forme de protection. Parce que le pays se respecte. Là où je me trouve, on me respecte. C'est la première chose qu'on demande. Vous êtes de quelle origine dans un pays étranger? C'est simplement voir comment. Le gouvernement ghanéen a expulsé 3 ressortissants israéliens, arrivés plus tôt dans la journée à l'aéroport international de Kotoka, Accra, cet aéroport ici. Évidemment, il s'agissait d'une mesure de représailles en réponse au traitement jugé inhumain et traumatisant qu'ont vécu des voyageurs ghanéens en Israël. Inhumain et traumatisant. Il faut respecter les Ghanéens, ils ne sont pas vos amis. Vous maltraitez nos enfants, eh ben nous, on vous montre la même couleur. Aussi simple que ça, pas de négociation, on va s'appeler. Non, vous maltraitez nos enfants, on maltraite les vôtres d'abord, ensuite on va s'appeler. C'est ça une nation. Le gouvernement ghanéen a officiellement condamné ce qu'il a qualifié d'un traitement inhumain et subi par les voyageurs ghanéens à l'aéroport international de Bon Gurion. Voilà, Bon Gurion, c'est un aéroport particulier. Le 7 décembre 2025, 7 voyageurs ghanéens sont partis en Israël. Parmi eux, il y avait 4 membres du Parlement. Ils sont partis pour faire partie d'un événement grandiose de cyber security. Comment sont-ils arrivés là-bas? Évidemment, par les moyens normaux. On va chercher un visa, on achète un billet d'avion et ensuite on voyage. Mais arrivés en Israël, malheureusement, ils ont été soumis à des longs interrogatoires, des fouilles et des détentions sans raison valable. Imaginez-vous des membres du Parlement soumis aux longs interrogatoires, des fouilles et des détentions sans raison valable. C'est pourquoi? Est-ce que vous pensez que s'ils étaient américains, on aurait fait ça? Des longues interrogatoires, des fouilles et des détentions. Vous savez, un membre de parlement, c'est qui? Un membre de parlement, c'est une personne qui vote les lois pour un pays souverain. Donc, sur toutes les formes et les plateformes, quand vous rencontrez un membre de parlement venant d'un pays étranger, vous lui devez du respect. Parce qu'ils font partie du pilier de l'existence d'une nation souveraine. Ce ne sont pas ce genre de personnes à qui vous soumettez à des traitements injustes et inhumains, comme le décrivent les Ghanéens. Alors le Ghana n'est pas du tout content. Et les 3 voyageurs civils, comme on disait précédemment, ils étaient à 7. Donc il y avait 4 voyageurs qui sont parlementaires et 3 voyageurs civils. Les voyageurs civils sont qui? Ce sont des gens évidemment qui sont partis chercher Jésus en Israël. Vous savez comment vous faites? Après avoir lu un livre, la Bible, vous voyez, c'est écrit Jésus partit en Samarie, ensuite parti en Galilée. Vous allez chercher Galilée et Samarie là-bas, espérant voir les traces, les pieds de Jésus. Les gens partent là-bas chercher Jésus. Ils partent chercher Jésus. On les a refoulés le même jour. Ils se sont vus refuser l'entrée et expulsés immédiatement, forcés sur le prochain vol disponible, retournant vers le Ghana. Voyez un peu ce qui se passe. Dans ce cas, comment ils ont fait pour être là? Est-ce un cas des gens qui sont partis illégalement? Absolument pas.
Ils sont partis d'abord à l'ambassade israélienne au Ghana, faire une demande officielle de visa, n'est-ce pas? Ensuite, acheter un billet d'avion qui coûte les yeux de la tête. Ensuite, préparer un voyage pour aller finalement voir les pieds de Jésus. Enfin, ils n'ont pas vu les pieds de Jésus, vers la Samarie, tout ça, à côté de Galilée. Ça s'est arrêté juste à l'entrée et refoulé immédiatement. Donc, ils ont perdu l'argent du voyage, l'argent de l'avion et leur investissement émotionnel et mental et la préparation psychologique pour les pieds de Jésus. Ça doit changer ces histoires. Okay? Jésus est à la maison, il faut prier à la maison. Si c'est Jésus que vous priez, il est à la maison. Il est omniprésent. Vous n'avez pas besoin d'aller en Samarie. Là où Jean-Baptiste l'a baptisé, ce n'est pas important. N'est-ce pas qu'il est omniprésent, comme vous le dites. Donc il faut ajuster. Alors une déclaration officielle a été faite évidemment par les Ghanéens, parce qu'ils ne sont pas vos amis, ce sont des gens qui se respectent, ils respectent leur nation, ils sont braves et courageux, ils sont prêts à faire face à n'importe quelle nation. Si vous maltraitez des Ghanéens, vous maltraitez leurs ressortissants ou vous leur accordez un traitement subhumain, ils seront prêts à réagir. La déclaration officielle par le ministre des Affaires étrangères, Samuel Okudzeto Ablakwa, le 10 décembre, la déclaration exprime une grande préoccupation concernant un ciblage délibéré et un traitement inhumain. Elle qualifie l'incident d'extrêmement provocateur et inacceptable et incompatible à nos relations historiques amicales. Donc, ils n'ont pas dit non, on va s'appeler, non. Officiellement, on vous dit, on condamne ce traitement inhumain et inacceptable de nos ressortissants. Ce sont des ressortissants ghanéens. La question qu'il faut vous poser, c'est est-ce que votre pays peut faire ce genre d'histoire? Si on ne peut pas faire ça, vous êtes esclave. Parce que le gouvernement est censé être votre papa. En cas de difficulté, il n'y a aucun papa qui se tait face à son enfant. Non. Même si c'est le gouvernement qui va arrêter l'enfant, le papa va se présenter en tant qu'homme digne, disant c'est mon fils, qu'est-ce qu'il a fait? Si chez vous, on est incapable de dire un mot quand tu es arrêté quelque part, c'est une république bananière. Israël, évidemment, n'avait encore rien publié jusqu'au 11 décembre, mais les responsables de l'ambassade israélienne au Ghana ont rencontré leurs homologues le 10 décembre. Selon les rapports préliminaires, Israël considère les détentions comme des contrôles de sécurité routiniers et en période d'alerte élevée. Donc, pour eux, c'était tout à fait normal de faire ces interrogatoires à ces personnages, les asseoir quelque part pendant 5 heures du temps en attente, c'était forcé et tout le bazar, mais c'est tout à fait normal pendant que ça se passe. L'immigration israélienne aurait aussi accusé l'ambassade ghanéenne à Tel Aviv, disant qu'ils ont pris du retard. Ils voulaient confirmer certaines informations avec eux. L'ambassade aurait pris du retard. L'ambassade a démenti cette histoire, disant c'est absolument faux. On a respecté la loi internationale selon écrit dans les documents internationaux. Donc ce qu'ils ont fait était inacceptable. Alors le 10 décembre, le Ghana a pris 3 ressortissants israéliens atterris au Ghana, à Accra, remballés et rentrés chez vous. De la même façon qu'ils ont renvoyé des Ghanéens, ils ont aussi renvoyé des gens. Le gouvernement du Ghana a annoncé qu'il convoquera les responsables de l'ambassade d'Israël à Accra mercredi à la suite de ce qu'il qualifie de traitement inhumain et injustifié infligé à des voyageurs ghanéens, dont 4 membres d'une délégation parlementaire à l'aéroport international Ben Gourion en Israël. Dans une déclaration au ton ferme, le ministre des Affaires étrangères, Samuel Okudzeto Ablakwa, a condamné les actions des autorités israéliennes, révélant que 7 ressortissants ghanéens ont été détenus à leur arrivée à Tel Aviv le dimanche 7 décembre, sans raison légitime. Le ministère a qualifié le traitement réservé à la délégation et aux autres voyageurs de ciblage délibéré des Ghanéens, jugeant le comportement des autorités israéliennes inacceptable et incompatible avec les relations amicales de longue date entre les deux pays. Dans un communiqué, le gouvernement a également indiqué qu'il envisageait des mesures de réciprocité appropriées si Israël ne répondait pas de manière satisfaisante à ses préoccupations. Est-ce que chez vous, on peut faire ça? Vous savez, être brave né dans une nation brave est encore une plus grande bénédiction. Un homme brave est une bénédiction pour sa communauté. Mais un homme brave né dans une communauté d'hommes braves est encore plus grand qu'on peut l'estimer. Quelle tristesse serait-ce d'avoir un homme brave né dans une communauté des froussards, des peureux, des hommes déloyaux, des hommes en manque de masculinité. Quelle tristesse serait-ce pour un homme fort, courageux de naître dans une communauté. Les Ghanéens sont braves, ça ne rigole pas. On ne plaisante pas avec les ressortissants ghanéens sans en subir les conséquences. Parce que certains pays diront « Ah, ça c'est un grand pays, tu vois, il faut aller doucement. » C'est ça vos bêtises. Aucun respect essentiel. Puisque votre propre gouvernement ne vous respecte pas, c'est tout à fait normal qu'on vous jette dans les prisons, en Inde, on vous balance dans les prisons sans respect. On ne ferait jamais ça. Le ministère ghanéen des Affaires étrangères a dit que le traitement était inacceptable. On l'a appelé le chargé d'affaires au niveau du Ghana, on l'a saumonné.
L'effet est simple. Ça ne se reflétera plus sur les événements ghanéens. Ça ne se fera plus jamais. On prendra un Béninois, on va le maltraiter. Un Ivoirien peut-être, un Camerounais certainement, un Sénégalais, un je ne sais pas qui là-bas, dans tous ces pays. Mais un Ghanéen, plus jamais, parce que c'est évident. C'est vous qui apprenez au monde comment vous traitez. Dans la vie, c'est comme ça. Le respect ne se donne pas gratuitement. Le respect jamais ne se donne. Les gens vont toujours vous tester pour voir comment vous réagissez. Si vous ne faites rien de palpable, on ne vous respectera jamais. Le ministère a promis de protéger la dignité des ressortissants. Le ministère a promis de protéger la dignité des ressortissants. Une troisième fois, le ministère a promis de protéger la dignité des ressortissants et a averti qu'il prendrait des mesures réciproques immédiates. On ne les maltraite pas à Dubaï. Oh, toi, passe ici. Jamais, parce qu'il y a des mesures réciproques. Il faut faire partie d'une nation forte, d'une communauté d'hommes braves. Parce que si la communauté ne te respecte pas, tu seras noyé dans l'incertitude et la noirceur. Dieu t'a donné des choses fortes, mais tu es noyé dans l'oubli, parce qu'autour de toi, il n'y a que des couloirs. Tristesse. Alors, quelle est la relation entre le Ghana et Israël? Entre eux, évidemment, il y a échange bilatéral qui se passe à hauteur de 50 millions de dollars. 50 millions de dollars, c'est pas beaucoup d'argent, il faut le dire. Israël exporte la technologie et des systèmes d'irrigation et de matériel de sécurité. Le Ghana, évidemment, quelquefois, le coco. Alors, quelle serait la raison pour laquelle peut-être ces gens auraient été soumis à de telles conditions? Aussi, les amis, qu'en octobre 2025, le président Mahama, ce monsieur ici, a offert 40 tonnes de coco, 40 tonnes de cacao, en français, aux Palestiniens, qualifiant leur souffrance de déchirante. Les images et les récits provenant des zones de conflit, en particulier la souffrance des civils innocents, notamment des femmes et des enfants, sont déchirants. Il nous rappelle douloureusement que derrière chaque gros titre et chaque statistique, il y a des vies humaines, des personnes qui aspirent à la paix, à la dignité et à l'espoir. À cet égard, le gouvernement du Ghana est heureux d'offrir un don humanitaire d'environ 40 tonnes métriques, de chocolat de qualité supérieure fabriqué au Ghana et de produits à base de cacao sous la prestigieuse marque Golden Tree. Au peuple de l'État de Palestine, ce don est à la fois symbolique et pratique. Il est symbolique parce que le cacao est l'une des ressources naturelles les plus précieuses du Ghana. Il représente une source importante de moyens de subsistance économique pour des millions d'agriculteurs et de familles ghanéens. Et il incarne nos valeurs nationales de résilience, de chaleur et de générosité. Il est pratique parce que le cacao est un superaliment puissant. Il est riche en antioxydants et en vitamines. Il soutient le système immunitaire. Il favorise la santé cardiovasculaire et améliore les fonctions cérébrales ainsi que le bien-être émotionnel. Alors, inacceptable, a envoyé 40 tonnes de coco. Est-ce la raison pour laquelle, une des raisons en tout cas, le soutien vers le Palestin? Je ne sais pas. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Qu'est-ce que ça signifie, le fait de pouvoir rétalier? Au fait, ce n'est pas essentiellement le fait de faire du mal à une autre personne. C'est le fait de dire, écoutez, si vous touchez ici, là, on ne va pas se comprendre. Si vous touchez à mes enfants, là, on aura des problèmes. Si vous asseyez mes membres de parlement pendant 5 heures du temps, qui sont manifestement venus pour un événement pour lesquels ils ont été invités, officiellement, alors on n'aura pas tout ça. Est-ce qu'Israël a intérêt à avoir des mauvaises relations avec des Africains? Je ne pense pas. Faites-moi savoir, toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.